Très heureux de vous retrouver, Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Bonjour. Jean-Luc Mélenchon, on va bien sûr longuement parler de ce livre « Faites mieux vers la révolution citoyenne » qui est un livre de pensée politique. On prend un peu de hauteur et l'idée c'est aussi de tracer des lignes, peut-être un programme pour les années à venir et peut-être qu'une nouvelle génération doit s'emparer de ce programme. Mais la préoccupation, l'une des préoccupations en ce moment des Français, c'est le pouvoir d'achat, l'inflation qui touche l'alimentation, mais aussi le carburant. On a beaucoup d'automobilistes qui nous écoutent. Alors ce week-end démarrent des opérations à prix coûtant dans les stations-service. Est-ce que c'est la bonne solution? Ça avait été poussé par le gouvernement. Est-ce que vous dites, ça y est, ça bouge enfin? Bon, justement, profitons-en pour prendre un peu de hauteur. Le prix du carburant, c'est un prix politique, 100% politique. Ça n'a rien à voir avec la quantité de pétrole qui est disponible et qu'on peut diffuser. Je veux dire, s'il y avait moins de pétrole, on pourrait dire, il y en a moins, donc c'est le marché. Non, il y a pour le fonctionnement actuel de l'humanité, il y a les quantités qu'il faut, si j'ose dire, hélas, parce qu'on continue à pourrir tout. Donc, premier point de départ, c'est les pétroliers décident de réduire la production. C'était il y a 8 mois de ça. À l'époque, on a été quelques-uns à dire, alerte, ça va tout aggraver. Bon, personne n'a rien fait, et il y avait une parade, elle existait. J'avais proposé qu'on bloque les prix et qu'on essaye de les bloquer en Europe. Si on avait bloqué en Europe, il y a 450 millions de consommateurs. Il n'y a pas un pays producteur de pétrole qui peut dire « je m'en fous ». Donc, ils auraient tous été obligés de dire on doit baisser les prix pour augmenter les quantités qu'on vend. Ce que je raconte là n'est pas très écolo, mais c'est de l'économie de marché, on vit dedans. On n'a rien fait de tout ça. On a dit le marché va régler ça. Et puis surtout, il y a beaucoup d'intérêts matériels qui sont en jeu. Donc il y a des gens qui ont intérêt à se taire et laisser le prix du pétrole monter. Par exemple, les Nord-Américains, puisque leur pétrole, c'est du pétrole de schiste qui coûte une certaine somme et qu'en dessous, ils travailleraient à perte. Eux, ils ont besoin que le pétrole coûte plus de $60, peut-être que mon chiffre n'est plus tout à fait à jour, pour que ça continue à payer. Donc, à la production. Ensuite, vous avez le système des taxes que tout le monde connaît, donc ça encore c'est de la politique. 60% de taxes sur l'essence. Ouais. Et puis, il faut bien, il faut bien quand même remplir les caisses. Donc, la première source d'économie, elle est au point de départ. Produisez ce dont on a besoin, bloquons les prix. Alors moi, c'est ma première réponse, bloquer les prix. Deuxième réponse, c'est bloquer les marges. Parce que bloquer les prix, ça veut rien dire. Si vous, j'arrive et je dis, tiens, t'as besoin d'eau, je te vends mon litre d'eau, c'est pas 100 €, puis après, je vais dire, non, c'est 150, mon grand. Qu'est-ce qui fait que ça prend 50 € de plus? Eh bien, rien, c'est tout simplement que t'as pas le moyen de te passer de boire. Donc, il faut bloquer les marges. Si vous bloquez les marges, ils continuent à faire du profit. Comment vous bloquez les marges des entreprises privées? C'est pas dur. Il y a un article du Code du commerce qui permet ça. C'est l'article 401, je sais pas quoi, 400-1. On l'a déjà appliqué pour les masques, le gel hydraulique. Il n'y a même pas besoin de voter une loi. Vous décidez que les prix sont bloqués et que vous bloquez les marges. Et puis la troisième proposition, si vous voulez vraiment faire un barrage en béton armé, vous dites, écoutez les petits, puisque vous n'arrivez rien à comprendre quand on vous l'explique, on va vous l'imposer de force. C'est-à-dire qu'on va faire une échelle mobile des salaires. Alors, chaque fois que l'inflation augmente d'un point, vous prenez un point de salaire. Donc, les plus gros, je ne dis pas les plus petits, peuvent faire face. Alors là, évidemment... mais les plus petits, ils font quoi? Les plus petits ne se prennent pas dans la tête. Prenons l'exemple des producteurs. Aujourd'hui, on leur dit, faut vendre à perte. Bon, si vous êtes une grande surface... Là, ils ont envoyé faire foutre le gouvernement. Pardon pour l'expression. Non, mais vous avez raison. Ce qui est quand même incroyable, c'est que maintenant, on a un gouvernement qui n'ose plus affronter. Non, mais je termine sur les petits. Eux, c'est eux qui prennent le plus. Quand on dit ou vendre à perte ou à prix coûtant, comment vous expliquez ça au gars ou à la fille qui a sa station essence, qui vide ça? C'est tout simplement pas possible. La grande surface, elle s'en fiche. Elle dit, allez, je vous vends à perte, venez. Et vous croyez vraiment qu'ils vendent à perte? Ils se rattrapent sur le prix des pâtes, sur le prix des légumes, sur le prix de tout ce que vous voulez. C'est pareil pour le petit restaurateur, puisqu'on en a un ici, ou un moyen, parce que lui, il est plutôt moyen gros. Un peu comme vous, quoi. Pardon, mais c'est pour blaguer. Oui, alors, je suis quand même. Alors, eux, c'est les prix de l'énergie. Pour eux, c'est vital. Moi, j'ai 3 copains qui ont fermé leur entreprise de restauration, qui était dans des coins où ça faisait plaisir qu'il y en ait une, quoi. Quand vous êtes dans des coins un peu ruraux... On va en parler, justement. Voilà. Donc, cela, c'est vital. Alors, qu'a fait le gouvernement? Ils sont nuls, c'est tout. Moi, j'avais pas pris le problème comme ça. J'aurais commencé par dire, dites donc,
L'électricité avec laquelle on fait fonctionner la plupart de nos trucs, On bloque. non, quick, on sort du marché de l'électricité européen. Macron l'a promis pour La première révision. Non, mais il promet toujours pour plus loin, il envoie le ballon. Les Espagnols et les Portugais, ils sont sortis du marché de l'électricité européen parce qu'ils étaient en train de mourir. Et bon, bah là, il faut en sortir. Il faut dire, écoutez, on veut bien tout ce que vous voulez, mais là, on veut plus. Point. Donc, on en sort parce que c'est un marché qui est complètement pipoté, qui nous convient Donc pas. l'État a les moyens d'intervenir, il doit intervenir, il peut intervenir, donc il doit intervenir au nom du pouvoir d'achat des automobilistes. De l'intérêt général, quoi. Tout ça est absurde. Si on ferme Total l'a compris. Total, ils ont capé à 1,99. Bah, ils peuvent, ils ont multiplié, vous savez par combien ils ont multiplié leur marge, les gars? Par 5. Ça va, quoi. Vous rêvez de ça, vous, non? Vous comprenez? Oui, mais ils emploient 130 000 salariés dans le monde et la majeure partie de leurs profits, vous le savez, parce que vous êtes brillant et intelligent, vous savez pertinemment que Total ne réalise qu'une infime partie de ces résultats. Infime partie. Non, mais oui, je ne vais pas me mélanchoniser. Hein, mais quand on me serre la main, on se dit je suis malade, je vous file mon virus. Vous voyez, ça a marché 2 ans. Mais moi, le médicament, il fait vite effet. Rassurez-vous. Et donc, vous savez très bien que la majeure partie se fait à l'étranger. Et juste pour me dire 2 secondes 12 sur Total, puisque vous en parlez, malheureusement, aujourd'hui, les Américains ont pris quasiment la majorité des actions chez Total, c'est outre-Atlantique. Donc, il faut aussi arrêter de taper sur ces boîtes françaises, qu'elles soient les artisans ou les champions, parce qu'elles sont aussi créatrices de richesse. Et je pense qu'il vaut mieux les mettre autour de la table pour faire mieux. Oui, on peut toujours. Mais par exemple, la religion catholique, ça fait 2000 ans qu'elle propose d'être juste, honnête, moraux. Bon, ils sont arrivés à rien. Donc, ils sont arrivés à des choses pour des individus. Mais on n'est pas. Quand on est un État, alors il y a 2 conceptions. La première conception, c'est l'État n'a pas à s'en mêler, fichez-nous la paix, ça va se régler tout seul. Il n'y a rien qui se règle tout seul. L'État a déserté la santé, l'éducation, le machin, le marché n'a pas remplacé. Jean-Luc Mélenchon, il y a eu quand même beaucoup. Vous savez d'où elle vient, la compagnie Total, pour qu'on soit tous. Vous savez qui a inventé cette compagnie? C'était les pétroles français. François Ier. Ça s'appelait la Compagnie des huiles des Indes. Donc c'est pas d'aujourd'hui que l'État intervient dans le domaine du pétrole. Non, Total peut être ce qu'il veut. Non, mais Total peut être ce qu'il veut. On parle de Total parce que c'est eux qui ont fait les plus gros, mais tout le monde a fait ça. Donc, on s'y oppose. Voilà. L'État, on ne peut pas dire que l'État n'a rien fait. Il y a eu un bouclier tarifaire pour l'énergie, il y a eu des chèques, des ristournes, etc. Après, on est endetté. Mais moi, le gouvernement dit maintenant, on ne peut plus faire comme avant. Vous comprenez ça? Quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Oui, je comprends parfaitement. C'est bien comme je dis moi qu'il faut faire. Parce que tout ça, on leur a dit au début, ça va pas marcher, vous allez vous mettre dans un truc pas possible, vous allez verser des chèques qui seront toujours considérés comme insuffisants. Parce que, regardez, on disait tout à l'heure, prenons de la hauteur. Dans le bouquin, je me suis interrogé sur le sujet. Parce qu'il y avait une discussion avec les écolos sur l'utilisation des carburants et tout. J'ai demandé une chose toute bête. Est-ce qu'on se déplace plus aujourd'hui qu'avant? C'est bête comme question. Eh bien, figurez-vous que non. On fait toujours 4 trajets par jour. Sauf que la distance, elle, depuis 50 ans, elle a été multipliée par 7, 8, 9. Donc les gens n'ont pas le choix. Ils doivent se déplacer. Et tant qu'on n'aura pas mis en place une autre source d'énergie pour les bagnoles, ce sera du pétrole. Donc on en revient à notre question. Comment on fait pour arriver à ne pas laisser une situation s'imposer à tout le monde qui ruine tout le monde. Enfin, le point de départ, c'est quand même ça. Donc l'échec, ça n'a pas de sens. Pardon, excusez-moi de vous le dire. J'ai dit depuis le début, vous allez droit dans le mur. Prenez-vous-en autrement. Vous parlez des écologistes, vous êtes en contradiction. Est-ce que les écologistes nous disent depuis le début, ils veulent que le carburant nous coûte cher pour nous détourner du carburant? La taxe carbone était d'ailleurs soutenue à cette époque pour ça. Et au début, je me souviens très bien au début de l'inflation du carburant, j'entendais une Sandrine Rousseau d'autres dire, mais finalement, c'est pas une mauvaise chose parce que comme ça, on prend conscience que cette énergie, il faut s'en passer. La connerie à l'État. Pardon pour le mot, moi aussi. Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. D'abord, il y a un truc qui va pas. Pour écologiste, moi, je suis écologiste. Là, les Insoumis sont écologistes. Alors, on va dire Europe Écologie Les Verts. Non, mais pour situer politiquement. Les gens de droite aussi sont écologistes. C'est vrai qu'il y a 40 ans, on ne l'était pas. On ne va pas raconter l'histoire. Tout le monde l'est maintenant. Mais maintenant, on l'est tous. Chacun à notre manière, différemment. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye tous de réfléchir et de confronter nos méthodes. Qu'est-ce qui est mieux de faire comme ci, de faire comme ça? Bon, ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas qu'une seule méthode, vous dites. Mais bien sûr. Et alors, dire on va punir les pauvres pour qu'on prenne conscience, ça va, quoi. Faut trouver autre chose. Moi, j'ai trouvé autre chose, je le propose. Mais donc ça veut dire le retour de la puissance de l'État. Donc vous êtes contre l'écologie punitive? Oui, on appelle ça comme ça. Bon, mais moi, ce que j'aime dans le drame que nous sommes en train de vivre, parce qu'on est dans un drame. La civilisation humaine est menacée.
tout simplement d'effondrement. J'expliquerai si on y vient, mais elle est menacée de ça. Ce qu'il y a de stimulant, c'est qu'il faut inventer. Faut changer, mais c'est pas la première fois que l'humanité a fait ça. Les constructeurs automobiles le font. Ils ont inventé la voiture hybride, ils ont inventé des moteurs qui consomment beaucoup moins. On a la voiture électrique, on va peut-être avoir la voiture à hydrogène. Il faut compter sur le progrès, la technologie, l'innovation. Non, il y a le génie humain. Moi, c'est mon école de pensée. J'appartiens à une école philosophique, humaniste. Voilà. L'humanisme, c'est l'être humain crée son histoire. Et le mythe fondateur, c'est Prométhée qui donne le feu aux êtres humains. Et ça a tout changé, en effet, rien que d'avoir du feu. Manger des trucs cuits fait que les êtres humains ont changé. Bon, donc là, on est dans un moment, il faut inventer, il faut réfléchir. Mais pour ça, il faut prendre de la hauteur. Si on est tout le temps le nez collé dessus sur la minute, alors on peut parce que la minute, c'est celle du français moyen. C'est celle du type qui habite en Vendée, qui habite à Clermont-Ferrand, et qui, lui, a besoin de sa bagnole. Mais j'en suis 1000 fois d'accord. C'est pour ça que je dis, faut pas le punir lui, parce que ça va, il a conscience. Mais du coup, c'est quoi alors donc, il faut prendre d'autres méthodes. Mais il y a un point de départ qui change tout depuis 40 ans, c'est l'État doit réintervenir. Nous ne devons pas faire confiance au marché. Le marché, ça ne marche pas dans tous les domaines. Voilà ce que je veux dire. Alors, dans le moment, prenons l'exemple. Vous parlez les constructeurs ont inventé des voitures électriques. Mais oui, ils peuvent inventer tout ce qu'on veut. La science nous permet de faire des bons extraordinaires. Donc, ne vous souciez pas de ça, il suffit de leur demander. Des techniciens, des ingénieurs, des architectes, on en a partout. Mais après, il faut prendre la décision. D'où on va tirer l'électricité, les petits, il faut quand même réfléchir. Si vous mettez 1 million de voitures électriques, ça vous fait un réacteur nucléaire de plus, c'est ça que vous voulez? Mais non, monsieur Mélenchon. Donc, moi, je fais c'est trop simple. Attendez, c'est un peu ça l'exemple. Au bout du raisonnement, il faut quoi alors? Donc, il faut trouver des machines qui permettent de produire de l'électricité et qui ne présentent pas les inconvénients qui ont été relevés. Par exemple, il y a des gens qui disent les éoliennes, c'est insupportable. Alors on réfléchit. Au lieu de se braquer et de penser à rien, on essaye de dire comment on pourrait faire. Eh bien, nous avons, où est la ressource d'énergie la plus grande? On a dit c'est le solaire. Le problème, c'est que pour traiter le solaire, on utilise des matériaux qui ne sont pas trop écologiques. Deux, il y a une source d'énergie permanente, constante, aussi longtemps qu'il y aura la Lune. L'eau. Le mouvement de l'eau, et notamment de la mer. Dans la mer, il y a 366 fois ce dont on a besoin à terre aujourd'hui. Est-ce que c'est compliqué de faire des machines qui produisent de l'électricité à partir du mouvement de la houle? La réponse est non, c'est facile. Et nous autres, les Français, on sait le faire. D'ailleurs, il y en a une qui fonctionne dans la rade de Brest. Il y a un autre modèle qui fonctionne dans la Garonne. Qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. La Gironde, qui est à Bordeaux. Et il y a des machines comme ça qu'on teste, on sait le faire. Qu'est-ce qui nous empêche d'en faire plus? Est-ce que je peux... Pardon, je ne veux pas vous empêcher. C'est ça, mais qu'est-ce qui nous empêche? Il faut vouloir, il faut le faire. C'est-à-dire que l'État peut intervenir, les collectivités peuvent... Mais il faut décider, bon sang. Et c'est ça, planifier. Il n'a rien compris, Macron. Et il planifie maintenant. Mais oui, tu parles, il fait de la gestion prévisionnelle. Lui, il fait de la gestion prévisionnelle, mais le président de la République, lui, il doit planifier. Donc ça veut dire quoi, planifier? C'est se rendre maître du temps long. Pas être là à bricoler sur l'immédiat. Donc se rendre maître du temps long, c'est, moi je vous dis, si j'avais été élu, on faisait ça. Alors, en plus, je vais vous dire honnêtement, j'ai rien inventé. Dans ce pays, il y avait 100 000 moulins. D'accord? Mettre des moulins partout, c'est quand même pas une invention. Encore aujourd'hui. Pardon? 5900. Et si elles sont toutes réactivées, ça supprime, on peut s'affranchir de 2,5 centrales nucléaires. Vous en avez travaillé le sujet, et d'ailleurs c'est un maire des Hauts-de-France qui avait pris au trophée RMC et qui avait fait une formidable étude. Un maire des Hauts-de-France et qui avait gagné le Grand Prix. Il avait réactivé un moulin qui, pour sa commune, plusieurs moulins, et qui, pour sa commune, s'est affranchi de 70 000 euros de consommation. Mais je voudrais juste revenir, si vous me permettez, sur un point que vous avez cité. Première question pour connaître le niveau. Est-ce que vous avez une voiture électrique, monsieur Mélenchon? J'ai pas de voiture du tout, je conduis pas. Donc, raison pour laquelle je pense que vous faites le bon constat, mais vous proposez une mauvaise solution. Premièrement, une voiture électrique, moi j'en ai une depuis plus de 3 ans et demi, quand vous vous garez chez vous pour la recharger, vous programmez votre charge. Or, le problème de l'électricité, c'est le stockage. On ne peut pas la stocker. Sauf que moi, je programme ma recharge à 2h du matin, là où l'électricité est facilement disponible. Évidemment que votre exemple fonctionne. Si tout le monde charge sa voiture à 10h du matin, quand tous les bureaux, les entreprises, les industries tournent, évidemment qu'on est dans le cas de figure que vous citez. Mais aujourd'hui, je programme ma voiture comme des milliers et des millions aujourd'hui de Français, et on la programme la nuit. Donc ça ne pose pas de problème. Non mais félicitations. Ça prouve que chacun peut contribuer à l'effort général. Et là où vous avez raison, très raison, c'est que pour que le système de l'électricité dans le pays tienne, il faut qu'en permanence la production corresponde à la consommation. Si jamais c'est déséquilibré, soit on a trop tiré dessus, soit on n'a pas produit assez, plouf, le truc saute. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, soit dit par parenthèse, heureusement qu'il y a un État et un système commun
pour le réseau électrique, parce que si vous mettez côte à côte des réseaux électriques privés, ça va être la cata en 2 temps, 3 mouvements. Et quand je dis la cata, je veux faire peur à personne, parce que je suis pas trop dans le... Je suis pas un pessimiste, vous voyez, c'est-à-dire quelqu'un qui... la catastrophe, le désastre, bon. Je dis, c'est dur, mais on trouve des solutions. Moi, c'est ce que j'aime, j'ai été prof, hein, donc je sais déjà comment le simple fait de s'élever intellectuellement aide à trouver des solutions. Je vous donne un exemple. Si on veut vendre les barrages, il paraît, heureusement qu'on n'a pas commencé à faire cette bêtise, la flotte d'un barrage, elle est moulinée 4 ou 5 fois. C'est ça qui est formidable avec l'eau. Hein. Eh bien, nous prenons un exemple. Dans le passé, si c'est une entreprise d'État, il y a trop d'électricité, allô, le barrage machin, vous coupez, il coupe. Si c'est une boîte privée, le gars, il dit pourquoi je vais couper? Moi, je vends de l'électricité, monsieur. Mêlez-vous de vos affaires. Si vous voulez que je coupe, donc je coupe, mais vous payez. Donc vous renationaliseriez Total. Évidemment. Et c'est la première chose à faire. Voilà. Nationaliser Total. Attendez, je parlais pas de Total, je parlais des barrages. Le système de l'électricité dans ce pays, le réseau, comme la production, comme les machines. Monsieur Mélenchon, vous n'avez pas besoin de les nationaliser. Vous n'avez pas besoin de les nationaliser. Aujourd'hui, les puits qui permettent, ou les moulins qui permettent cela, il y en a 5900 en France, il suffit de les racheter. Et effectivement, ça franchit de 2,5 centrales nucléaires. Ça va plus vite. Est-ce que vous reprendriez Total en main, l'État, ou pas? Attends, alors Total, c'est une question... pourquoi Total? Parce qu'il y en a un paquet d'autres qui produisent... Ça c'est bien, j'allais y venir. Il y a 15... C'est une maladie française, et peut-être un greffe que je peux vous faire. Oui. Vous tapez régulièrement sur les champions français, Total, LVMH, etc. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il était américain, le champion français, il faudrait savoir. Il devient américain. Donc, sur les grandes entreprises... Mais vous et moi, on sera au moins d'accord pour dire qu'on ne veut pas qu'il devienne américain. Absolument. Il y a 15 autres entreprises. Oui. Total plafonne son prix. Pourquoi vous ne tapez pas sur les autres qui ne prennent pas le chemin et qui demandent aux autres d'en prendre? Alors là, je vous donne raison tout de suite, là. On va pas demander à BP ou aux autres... Ah, mais bien sûr. Ils sont sur le sol français. Ah non, mais attends, moi, mais ils sont sur le sol français. Article combien du Code du commerce? Vous mettez une taxe. Vous l'avez dit vous-même. Non mais attendez, tout le monde passe à la toise. Bah oui. Si on bloque les marges, c'est pour tout le monde, c'est pas juste Total. Allez, moi, j'attaque pas, comme on dit, un champion français. Mais laissez-moi juste finir sur mon petit Vous avez exemple. 20 secondes. Excusez-moi, ouais, alors j'y vais à toute vitesse. Eh ben, si quand j'arrive, je dis au gars, vous coupez, alors l'autre il dit, bah vous payez. Alors moi je dis, bah j'ai pas envie de payer, donc on va attendre un peu. T'attends un peu, il y a un problème dans la centrale nucléaire qui est sur la Gironde, hein, à la centrale de Blaye. Oui. La centrale de Blaye, dans le cas où elle s'arrête, ce qui met en route l'électricité de cette centrale, c'est le barrage qui est dans les Pyrénées. J'espère qu'on a tous compris. Si on met l'argent et le marché au milieu d'un système de sécurité, on va dans le mur, c'est garanti. Là, on a parlé énergie, on va parler politique avec Jean-Luc Mélenchon, qui est face au GG avec ce livre « Faites mieux vers la révolution citoyenne » aux éditions Robert Laffont. Et il est question d'énergie et de la manière de partager. Et de politique, avec des questions de Joël Dagosseri et de Bruno Poncet. À tout de suite. Je vais commencer par le titre. Fait partie du livre, par le titre du livre. Ça fait partie du livre. Et en fait, faites mieux, c'est ce que vous avez dit le soir plutôt de l'élection. J'ai retenu parce que j'ai trouvé votre discours excellent. Honnêtement, j'ai trouvé qu'il était au-dessus des discours de tous les hommes politiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aime bien les gens qui savent tirer leur révérence et qui savent faire la passation de pouvoir. Et le faites mieux, moi, je l'ai entendu comme ça. J'ai vraiment cru, je me suis dit, waouh. Là, il dit, je pense aux gens de son parti, allez-y, reprenez le flambeau et faites mieux que moi. Et du coup, je suis un peu déçue. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Alors, vous allez me dire que c'est pas ça. Mais du coup, je suis un peu déçue parce que j'ai l'impression que vous tenez encore un petit peu les rênes et que du coup, vous n'avez pas totalement lâché la machine et vous avez du mal à répondre sur le fait que est-ce que vous allez être candidat aux prochaines élections présidentielles. Alors que moi, le faites mieux, vraiment, je l'ai trouvé hyper classe. À cause de ça. Alors, c'est faites mieux ou est-ce que vous préparez une nouvelle candidature? On commence d'abord par, si vous voulez, le niveau auquel se situe le bouquin et son titre. Faites mieux, ça s'adresse à une génération. Et je leur dis, écoutez, faites mieux que ce qu'a fait la mienne, parce que nous, on vous ramène à un monde qui est en ruine. D'accord ? Dans ma génération, on était persuadé qu'on allait faire le socialisme grâce à une pensée qu'on avait sur le monde. Rien de tout ça n'a eu lieu. Et le cadre de pensée avec lequel on travaillait, il a prouvé qu'il ne nous permettait pas de faire le changement auquel on aspirait. Donc moi, j'en propose un autre de cadre de pensée. C'est pour ça que je dis que ce livre est théorique. Et quand je dis « faites mieux », c'est la nouvelle génération, allez-y. Alors après, il y a mon cas. C'est-à-dire, j'ai été candidat 3 fois pour une organisation qu'on a créée, une pensée qu'on a créée, et qui s'est trouvée à être le lieu où se sont rassemblés toutes sortes de gens, de toutes sortes d'horizons,
qu'on a appelé en gros insoumis. Bon, insoumis, c'est très général. Hein. Y a tout dans les insoumis, depuis des nationalistes de gauche jusqu'à des anarchistes, et c'est bien comme ça. Alors, là, moi, j'avais un rôle. Je suis un homme super conscient de ma propre histoire. Moi, j'ai connu des leaders. J'en ai connu un, François Mitterrand, que je respectais formidablement, et qui, lui, a choisi son successeur. Ouais, Catastrophe, 10 ans de guerre interne. J'en ai connu un autre qui a dit, bon, ce que j'ai fait, c'est raté, alors, allez-y, moi, je m'en vais. Plouf. C'était Jospin. Que je respectais énormément, et que je respecte toujours, qu'est Lionel Jospin. Donc, je me suis dit, il faut faire ni ça, ni ça. Ouais. Si je m'en vais en disant, bon, ça y est, c'est fini, au revoir, débrouillez-vous, je connais la suite, madame, je connais les êtres humains. C'est la baston qui commence 30 secondes après, entre des gens qui veulent se prendre la place. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Nous avons une équipe, ça c'est pas moi qui l'ai fait, elle s'est faite toute seule. Et j'aimerais que aussi, on accepte que les gens ont du talent. Parce qu'à chaque fois, on dit, c'est vous qui ? Non, madame Panot ne doit qu'à son talent d'être la présidente de notre groupe. Elle n'a pas 40 ans, loin de là. Monsieur Bompard ne doit qu'à son talent d'être notre coordinateur. Il a dirigé 3 campagnes. Eh bien, et ainsi de suite. Je ne peux pas faire la liste de tous les camarades. François Ruffin ne doit qu'à son talent d'être la compétition, donc. Qui ferait mieux Prenez la compétition. Qui ferait mieux ? Mais attendez, mais vous vous trompez. Moi, je n'ai rien contre l'idée d'une compétition, mais ça dépend comment on la mène et comment on la gagne. Qu'est-ce qui fait la différence ? Pardon, madame, j'en profite puisqu'il m'a interrompu. Hein, la gauche et la droite. Alors, si vous êtes de gauche, vous dites la compétition, pourquoi pas, mais sauf si ça doit entraver la solidarité. Si vous êtes de droite, et que vous n'êtes pas un sauvage, vous allez dire la solidarité, évidemment, sauf si ça entrave la compétition. En gros, on est latéralisé comme ça. Donc, que mes camarades soient en compétition, je leur ai donné un conseil. Est-ce que vous êtes dans cette compétition ? Parce qu'on a l'impression, et si je traduis la pensée de Joël, c'est qu'il y a une ambiguïté. On a l'impression que vous êtes encore dans la compétition, que vous êtes peut-être en train de préparer une nouvelle candidature. Écoutez, je fais bien ce que je veux pour commencer. Et d'une. 2, je suis pas obligé de raconter tout à tout le monde. Et de 2. Et de 3, j'ai bien l'intention à la fin à la fin, ça soit nous qui gagnons. Donc je prends mes dispositions. Alors si vous voulez, je vais répéter. Vous comprenez ? À chaque fois, ils me disent, ouais, c'est pas vrai, vous êtes en forme, vous allez être candidat, etc. Mais foutez-moi la paix à la fin. Écoutez ce que je vous dis et tenez-en compte. J'ai toujours tout dit de ce que je fais. Là, je dis comment on va faire dans ce bouquin. Il y a la théorie. Deuxièmement, je vous dis, vous me posez la question à moi, madame, je vous réponds franchement. S'il y a une élection présidentielle dans 6 mois, évidemment que je serai candidat. Vous voulez mettre qui à cette étape ? Bon, si c'est en 2027 comme c'est prévu, c'est mon devoir de dirigeant, de créateur, de militant des Insoumis que de prévoir d'être remplacé. Enfin, sinon, je me prends pour qui ? Pour le bon Dieu lui-même. Je vais dire, vous savez, moi j'aurai 76 ans, mais je vais crépiter et marcher au plafond. J'en sais rien. Peut-être que je crépiterai et marcherai au plafond, peut-être que non. Et moi, je souhaite être remplacé. Comment faut que je vous le dise ? Il y a que les gens qui sont en... Non, mais attends, vous souhaitez être remplacé, vous balancez des bombes à retardement sur les copains de la NUPES en disant que vous ne les aimez pas. Donc c'est quand même difficile à comprendre ce que vous faites. Vous parlez de solidarité et puis vous leur mettez des pots de banane sous les pieds. En même temps, il ne faut pas choisir son successeur. Vous avez été élevé à l'école Mitterrand, donc ça va, je pense que vous savez y faire aussi. Vous êtes assez rablé et roué au jeu politique quand même. Oui, mais je pense qu'il vaut mieux être intelligent et malin que stupide. Là, vous êtes très malin en ce moment. Non, mais attendez, très malin, ça c'est vous qui le dites. Mais c'est pas juste ce que vous dites, c'est pas juste. Non, c'est pas juste, je vais vous dire pourquoi. Nous avons créé à la sortie d'une élection, après avoir gagné 2 fois la loyale, la tête de la gauche. Et pas un peu, beaucoup. Et c'est pas un phénomène personnel, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Il faut penser aux 8 millions de gens qu'on dit on veut ça et pas ça. Donc, ils veulent ça et pas ça. Nous faisons derrière une alliance électorale qui s'appelle la NUPES. On signe un programme, donc. Et le principal reproche qu'on a fait à tous ces gens, c'est que la moitié du temps, les programmes, ils en ont rien à fiche. Ils signent un programme. Il y a 640 propositions dedans. On a à peine fini de signer que la presse tombe en disant « Ah, c'est Mélenchon qui fait la loi ». Et puis, les autres disent « Ouais, on s'en fout, le programme, on verra une autre fois ». C'est une alliance électorale. Et depuis, cette alliance électorale ne s'applique dans aucune élection. Et pas à cause de moi. Aux élections sénatoriales, on a demandé pour toute la France un siège, alors qu'on devrait en avoir 7 ou 8, et on nous le refuse, et on a perdu au total 10 sièges. Et les européennes ? On a les élections européennes qui arrivent. Divisées. On leur dit, écoutez, faisons une liste commune, on est sûr que si on y arrive, on peut passer en tête. Et on ne veut pas la tête de liste, on la propose à Europe Écologie Les Verts. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Et alors pourquoi c'est un non ?
Eh ben, mais ça, c'est à vous de trouver une autre réponse que de dire c'est parce que Mélenchon, de temps à autre, il râle et il dit des choses. Et il dit des choses, quand j'ai dit je les aime pas, c'est pour dire, c'est pas une affaire d'amour. Il y en a qui sont sympas là-dedans, que je connais depuis longtemps. C'est pas une affaire d'amour, c'est une affaire de raisonnement. Parce qu'il y a des gens qui disaient, oui, c'est des querelles d'ego, mais ça suffit de tout psychologiser. C'est comme si j'étais en train de dire que entre vous, il y a une querelle d'ego. Il y en a pas, vous faites un boulot en Jean-Luc commun. Mélenchon, vous regardez comme moi les sondages. Si la gauche part divisée aux européennes, comme c'est la proportionnelle, elle aura plus de députés que si vous êtes unis. Donc, je comprends du côté des écologistes, ils se disent, en général, les européennes, c'est plutôt notre élection, on fait un bon score, on fait peut-être parfois le meilleur score de la gauche, allons-y seuls, et on aura plus de députés que si on était réunis. Attendez. Mais c'est du calcul. Vous aussi, vous êtes, vous sortez pas de l'œuf, d'accord? Donc vous avez de l'expérience comme moi. Alors quoi? On va détruire une alliance, passer derrière en poudre, parce que qu'est-ce qui se passe? Vous savez comment ça se passe au vote? Les gens disent, oh, ils sont même pas foutus de se mettre d'accord. Alors, bon, bah, qu'ils aillent se faire voir. Alors, nous, on ressortirait en poussière. Le Rassemblement national très fort et les macronistes très forts. Opération réussie. Donc, ils font ce qu'il faut pour ça, c'est de bonne guerre. Mais nous, on serait des imbéciles. Pourquoi? Pour gagner un siège ou deux de plus. Mais on se moque du monde, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de rassembler, de faire réfléchir et que ce pays ait une alternative. On ne peut pas avoir le choix entre l'extrême droite, la droite et rien d'autre. Aujourd'hui, c'est l'extrême droite et l'extrême gauche qui se proposent aux Français. C'est l'extrême droite face à l'extrême gauche. Quelle l'extrême gauche? Vous parlez de Poutou, là? Je comprends pas. On va en parler. Je vais laisser mon camarade. Non, mais attendez, j'ai pas compris. Attendez, me laissez pas mourir idiot. Ça veut dire, ce qui veut dire, c'est que vous représentez l'extrême gauche. Moi? Ah oui, pourquoi pas? On peut pas considérer que non, mais aussi, Bompard, Madame Panot, Monsieur. Alors attends, parce que alors là, vous faites preuve, comment dire, d'une mélenchonisation absolue. Non. Vous êtes dans la fraîcheur d'une jeunesse qui n'a pas connu. Parce que si vous me considérez, moi, comme d'extrême gauche, je vous ai connu. Alors qu'est-ce que vous auriez dit de François Mitterrand qui nationalise toutes les banques? Alors là, vous l'auriez appris quoi? Anarchiste? Bon, non, faut être sérieux. L'extrême gauche, il y en a une. Je l'ai connu, je l'ai écouté plutôt jusqu'en 2008, je le trouvais très bien. L'extrême gauche, il y en a une dans ce pays, faut la respecter. C'est des militants qui ont un programme d'extrême gauche, je les respecte. Nous ne sommes pas d'accord sur toute une série de questions. Bruno Poncet. Mais je suis d'accord pour les représenter. Et d'ailleurs, nous avons élu au moins un député trotskiste dans notre. Et si on avait pu, on aurait fait élire Monsieur Besancenot. Et si j'avais pu aussi, un anarchiste. Parce que ce sont des courants de la gauche historique et ils ont le droit d'être respectés et pas traités comme des gens. Ils vont être d'ailleurs sur votre liste aux européennes. Oui, on va le faire. Peut-être, on va voir. Non, c'est pas moi qui décide là. Donc moi, je fais en tout cas. C'est eux qui vont décider. Bruno Poncet. Moi, j'ai lu votre livre et effectivement, votre livre me parle beaucoup parce que j'étais au cœur avec vous, avec tous mes collègues, mes camarades. On était au cœur des batailles sociales depuis 7 ans, où j'étais en responsabilité avec Sudrail. Et je me suis reconnu dans ce que vous dites. Et vraiment, là où j'ai vraiment été touché, c'est sur l'intellectualisation de la pensée politique. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça manque. Ça manque aussi dans le syndicalisme, où malheureusement, pour se battre contre des réformes incessantes de la SNCF, on n'arrive plus à poser des idées, à poser un avenir, à poser une autre société ferroviaire, entre autres, et une autre société tout court. Et là, moi, je trouve que c'est intéressant votre position. Moi, je préfère vous voir comme ça, au-dessus, donner un programme. Moi, je trouve que l'avenir en commun, c'est un des. Au moins, il y avait un programme, et au moins, je trouvais qu'il était hyper intéressant. Et d'ailleurs, moi, tous mes copains qui ont été sur vos listes, qui ont été travaillés avec vous, ils s'en sont appuyés, et les gens ont tous été réceptifs à ce programme-là. Et moi, je sais, et là-dessus, je vous faisais assez confiance, je sais que vous aurez mis en place ce que vous aviez écrit, contrairement à beaucoup d'autres. Mais par contre, moi, je vous préfère comme ça, au-dessus, en train de nous expliquer, de faire un bilan, parce que vous avez quand même 50 ans de vie politique derrière vous, de faire un bilan. Et puis, effectivement, des fois, je vous aime un peu moins quand vous allumez des mèches, quand vous reprenez le propos de Sophia sur Doriot. Je trouve ça bon. Après, moi, j'étais à la fête de l'UMA, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres sur vous. Donc, j'imagine que des fois, on peut relancer aussi la machine, je comprends. Mais aujourd'hui, moi, je pense pour qu'on évite un peu ce qui s'est passé en Italie, en Espagne, une espèce d'alliance un peu bizarre d'extrême gauche, extrême droite pour aller au pouvoir, je me dis qu'il faut qu'on rassemble cette gauche, mais cette gauche qui est hyper large. Et qu'on oublie les Cazeneuve et compagnie qui ressortent du placard parce que Evals et compagnie, qu'on aille chercher. Une gauche large. Parce que moi, ce que je comprends pas réellement, moi, pendant mes mandats, j'étais partout exprès. J'étais allé chez les facteurs, dans les hôpitaux, j'étais avec vous, j'étais à Ruffin, j'étais à votre marche, j'étais partout. Pour qu'à un moment donné, on aille chercher tous ces gens qui sont à 70% contre la réforme des retraites, qui, sur plein de sujets, sont d'accord avec ce que nous, on peut dire et vous pouvez dire. Mais que quand on arrive à l'action, on les a pas avec nous. Et souvent, malheureusement, ils partent plutôt chez le Front National parce que cette espèce de truc de l'ordre, de la propreté. Et moi, ça me rend fou, quoi. Je me dis, là, aujourd'hui, je me dis, votre programme, vous l'avez écrit, vous avez expliqué ce qu'on a vécu, ce que vous voulez faire.
Maintenant, il faut qu'on trouve un moyen, nous tous, qui sommes dans ce temps-là de changement, il faut qu'on trouve un moyen à un moment donné d'y aller. Eh bien, réponse de Jean-Luc Mélenchon dans 3 minutes. À tout de suite. Les grandes gueules avec Jean-Luc Mélenchon, avec Joël Dagosseri, coach de vie, Stéphane Manigol, restaurateur, et Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste, qui a interpellé juste avant la pause Jean-Luc Mélenchon sur la manière dont vous pouvez fédérer et rassurer aussi et donner des gages à ceux qui aujourd'hui sont plutôt tentés par aller vers le Rassemblement national. Oh, ça, c'est des histoires. Ah bon? Mais non, bien sûr que c'est pas vrai. Mais je prends les questions qui m'ont... Non. Je veux dire, c'est le truc, tout le monde dit, oui, les milieux populaires sont tentés par le Rassemblement national. On sait exactement de quoi on parle, de qui on parle, mais c'est pas vrai que les milieux populaires en France se tournent vers le Rassemblement national. Écoutez, alors qui vote pour Marine Le Pen? Moi je compte pas là-dedans. Alors qui vote pour Marine Le Pen si c'est pas les milieux populaires? Les gens de tous les milieux. Ouais. Donc aussi les milieux populaires. Aussi les milieux populaires. Oui, d'accord, mais il ne faut pas en faire la pente naturelle alors à chaque fois. Parce que si vous faisiez ça tous les jours à dire attendez, il faut faire quelque chose, sinon tout le monde va voter insoumis. Non, mais Jean-Luc Mélenchon, les terres historiquement à gauche, comme par exemple le nord de la France, sont passés au RN. Ils sont passés au RN. Parce que peut-être que certains se sont trompés sur la manière de faire. Et j'y suis pour rien. Moi, c'est la preuve par l'élection. Qui c'est qui dirigeait ça avant? Qui c'est qui a mis la situation dans cet état-là? Il faudrait peut-être se poser des questions. C'est socialiste, la Fédération du Nord. Moi, je suis venu avec mes camarades, mon petit seau, ma petite pelle, des syndicalistes, et puis on a commencé à inverser le sens de la pente. Et vous verrez qu'à la fin, ça se terminera évidemment entre le Rassemblement national et ce que nous représentons, et nous gagnerons. Alors, je réponds aux questions posées. Il y a un bon conseil, je suis d'accord avec vous. On se vous voit parce qu'on est à la télé, mais sinon on se tutoierait. Il faut prendre de la hauteur, j'en suis d'accord. Moi, je demande que ça. En plus, j'ai la tête à ça, parce que je suis un intello, tout le monde le sait, tout le monde s'en est rendu compte. J'ai pas à en avoir honte. Moi, je viens d'un milieu populaire. Quand ça s'est su que j'avais le bac, c'était la fête à la maison. Personne n'avait eu le bac avant moi. Alors, je vous parle pas une licence de philo. Alors là, c'était 14 juillet. Alors déjà, rien que le mot, ça faisait peur à tout le monde, philo. Alors, moi, je suis d'accord avec vous. Mais je suis aussi un combattant. Donc, il faut bien comprendre qu'à la phase actuelle, je suis le plus gros émetteur. C'est-à-dire que quand j'ouvre la bouche, ça a plus de portée que n'importe qui d'autre. Donc, régulièrement, on me dit, vas-y, il faut que tu dises ci, il faut que tu dises ça. Je le fais. Moins maintenant que je l'ai fait autrefois, parce qu'il y a des gens qui sont montés en puissance. Quand vous avez un garçon comme Louis Boyard, qui vous fait une semaine à 10 millions de vues sur ses vidéos, il est clair que j'ai moins besoin d'intervenir. Quand Mathilde Panot en négocie et moi, je souhaite ça. Donc moi, je voudrais que mon rôle, maintenant, ça soit un rôle d'intellectuel, de conseil, de dire attention, ceci, cela, ce que je fais. Et ça m'amène au point 2. Un intellectuel qui n'est pas engagé dans l'action, ça ne correspond pas à ma tradition. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ça. Mais, alors attends, tu vas voir, mais alors là, je vous donne 1000 fois raison. La maladie est venue du fait qu'ils ont arrêté de travailler, de réfléchir, de lire, de rencontrer. Regardez, l'autre jour, on rencontre le Gandhi, qui est le président du Parti du Congrès de l'Inde. L'Inde, c'est la première nation en nombre de l'humanité. Gandhi, c'est pas la peine que je vous fasse un dessin pour vous dire qui c'est. 3, c'est le chef du Parti social-démocrate. Celui qui dirige l'Inde aujourd'hui, c'est un facho maudit. Bon, mais il a été élu. Alors, le Gandhi, il a été élu, mais arrive Gandhi, non mais je vais pas dire le contraire, arrive Gandhi, on organise une rencontre. Qui est là? Mathilde Panot. Où sont les autres chefs de gauche? Walou, pain, ça les intéresse pas. On gagne les élections au premier tour en Bolivie après un coup d'État, une seule Française, Mathilde Panot. Il y en a marre, faut réfléchir, faut travailler. Donc, et c'est ce que nous essayons de faire. C'est pour ça qu'on a fait l'Institut La Boétie, le machin et tout ça. Donc là, moi, je vous donne 1 million de fois raison. Et pardon, je raconte ma vie, mais au début, quand moi j'ai milité, un dirigeant de gauche qui n'avait pas lu, qui écrivait pas des livres et qui parlait pas une autre langue, ça n'existait pas. On peut pas vous reprocher de réfléchir et parfois aussi de mettre en avant de nouveaux concepts. Vous parlez beaucoup de la créolisation de l'humanité. Vous dites c'est l'avenir. Bon, mais pour certains, la créolisation, dans votre bouche, c'est du communautarisme, c'est de faire les yeux doux, peut-être un certain islam politique, et on se dit le Mélenchon républicain, la République chevillée au corps, la laïcité, est devenu un Mélenchon des accommodements. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer si vous avez changé là-dessus? Mais mes adversaires, il faut bien qu'ils mènent leur lutte. Donc, quelle est la meilleure manière de mener la lutte contre quelqu'un?
c'est de dire il n'est pas ce qu'il vous dit qu'il est. Lui, il est syndicaliste, il dit ouais, en fait, il y a toujours moyen de s'arranger avec lui. Hein, c'est facile de faire ça. Parce qu'un syndicaliste, de toute façon, à un moment donné, il faut bien qu'il fasse un compromis. Il est là pour ça. On ne lui demande pas de faire la révolution, on lui demande de défendre les intérêts des travailleurs. Donc moi, on m'a mis cette pancarte. Pourquoi ? Parce que je refuse de participer à l'islamophobie. Et je le répète ici, je n'y participerai pas. Vous perdez votre temps à essayer de me faire peur. Je n'aurai jamais peur. Alors, quand on parle de créolisation, regardez la bêtise inouïe, l'inculture spectaculaire de ceux qui s'en prennent à moi. Parce que la France est une nation créole depuis le premier jour. La seule nation qui dit qu'elle est gallo-romaine, d'accord ? Donc ça veut dire des Gaulois plus des Romains. Je prends un autre exemple. La langue française, on en parlait à l'instant quand l'émission s'est interrompue. Bon, la langue française, c'est une invention qui a immédiatement, c'est une invention de François Ier, qui dit maintenant à parler français. La langue française, c'est la langue d'un petit coin de la France, la région parisienne. Les poètes de cour, du Bellay, il écrit un livre, Défense et illustration de la langue française. Il dit, c'est génial, tu parles, il était payé le mec, donc il dit oui, c'est génial, mais il dit, il y a un problème, on manque de mots. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors il dit, je vous propose, on prend tous les mots qu'on peut en latin et en grec, et il dit, il y a aussi pour le travail, on comprend rien à ce qu'ils disent, mais ça doit être bien parce que ça leur sert à faire leur métier. Donc la langue française, au départ, c'est une langue créole. Aussitôt, vous avez un Zemmour qui rapplique et qui dit « Mélenchon veut faire le grand remplacement », mais ça n'a aucun rapport. Ok, mais ça envoie Marine Le Pen pour la deuxième fois au deuxième tour de l'élection présidentielle. Alors, je vais vous donner raison. Je suis désolé, donc ça veut dire qu'il y a une partie des Français qui n'en veulent pas de cette créolisation aujourd'hui. Bon, cette communautarisme et qui ça recommence. Pas en sécurité. Mais ça recommence. Je viens d'expliquer que ça n'a rien à voir. Le gars, il reprend. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Enfin, regardez les votes. Enfin, vous avez François Ier était un roi qui était pour les musulmans. Ça fait 3 fois que vous me citez François Ier. Parce que ça se trouve que c'est lui qui était là. Oui, d'accord, mais moi je vous parle de 2022. Oui. On peut regarder aussi la grille électorale de 2022. Vous voulez pas être créolisé, c'est ça ? Mais j'ai pas dit ça, j'ai dit les Français. Non, vous avez terminé 3e et c'est Marine Le Pen qui est passée devant vous, Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est une réalité. Pourquoi ? Demandez-le aux Français, représentez-vous, mais vous verrez si vous en prenez une baigne. Posez-moi la question, je vous réponds. J'étais allié dans toutes les élections avec les communistes, et cette fois-ci, ils ont décidé, alors qu'ils nous avaient dit qu'ils retiraient leur candidature s'ils n'arrivaient pas à 5, ils avaient dit, on fera pas les cons, on vous aidera. Ils ont maintenu leur candidature jusqu'au bout, alors qu'ils faisaient pas 5%, et ils ont permis à Marine Le Pen d'arriver au deuxième tour. Attendez, non, mais c'est... Vous venez de faire une opération qui n'est pas acceptable. Vous dites les Français sont contre la créolisation, mais écoutez-moi une chose, moi aussi je suis contre la loi de la gravitation universelle. Je préférerais descendre les escaliers sans lever les pieds. Sauf que je lève les pieds. Vous dites et la créolisation, c'est un fait. Mais bien sûr. Alors... Et c'est pourquoi c'est l'avenir de l'humanité. Et soyez contents. Et pardon, monsieur, je peux terminer un truc, je vais vous dire une chose. Le président Macron s'y prend tellement mal qu'il est en train de nous faire vomir par toute l'Afrique, alors qu'on a besoin de l'Afrique, et qu'on se retrouve à voir l'Algérie, le Maroc et d'autres pays qui disent qu'ils vont apprendre à parler en anglais au lieu de parler en français. Dernière question, Stéphane, concrète. Jean-Luc Mélenchon, là, vous éloignez des sujets principaux des Français. C'est le pouvoir d'achat. Vous proposez un SMIC à 1 500 €. Tout à l'heure, on a eu une auditrice... 1006. Cécile, 40 ans, qui vit dans le Loir-et-Cher, 3 enfants, qui a besoin d'aller travailler. Moi, comme beaucoup de chefs d'entreprise, j'ai le cœur à gauche, le portefeuille à droite et la tête au centre, parce que je sais compter. Eh bien, vous voyez, Cécile, elle est là, elle vous salue. Et Cécile, si je lui donne le SMIC, elle va me coûter 474 € de charge. Au total, 1 800 € pour que dans sa poche, elle ait 1 353 €. Cécile, elle est mariée. Si j'embauche les deux, le couple... 3 656 €. Le couple, 3 600 €. Ouais. Mais moi, comme je vous l'ai dit, j'ai le cœur à gauche. J'ai envie de les aider. Cécile, je vais lui proposer un salaire à 2 378 € pour vivre décemment, parce qu'elle a 40 ans, son mari pareil. Sauf que là, ça va me coûter 8 228 €. Si j'embauche 4 salariés, j'ai terminé, 4 salariés, ça me coûte moins cher que Cécile. Ça me coûte moins cher que Cécile, Jean-Luc Mélenchon. Alors, aujourd'hui, comment on fait pour donner un SMIC à 1 600 € quand je viens de vous démontrer que c'est le poids de l'État qui pèse sur les chefs d'entreprise? On a envie de les aider, on ne peut pas. 45 secondes pour répondre. Alors, 45 secondes. Écoutez, non, de synthèse du prof. Je comprends l'argument, tout ça, j'ai entendu 1 milliard de fois, c'est toujours la même... C'est factuel. Mais non, mais attendez, monsieur. D'abord, arrêtez d'appeler ça des charges si vous avez le cœur à gauche.
Ça s'appelle des cotisations. Oui. Quand vous payez pour la Salaire retraite, différé. quand vous payez pour la santé, c'est que vous devez, tout le monde doit prendre en charge la santé, la fatigue pour la retraite et les dégâts environnementaux que ça produit. Les choses ont un coût, il faut l'assumer. Et si personne ne veut l'assumer, alors vous laissez les gens mourir de fatigue au travail, mourir de maladies, ou bien et vous saccagez la nature. Je pensais que vous verriez que je vais vous démontrer la trappe à bas finir. salaire. Moi, je sais pourquoi je suis là aussi, comme vous. Hein. Là, je vends un bouquin. Et je vous dis, achetez ça pour que vous compreniez. Et oui, vous ne pouvez pas faire autrement. Et j'ai pas eu le temps de vous raconter un milliardième de ce qu'il y a dans ce livre qui vous raconte pourquoi tout a changé. Nous sommes dans un monde... Il faut le lire. Et vous saurez pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'est pas populiste, mais peupliste. Oui, j'ai trouvé ça parce que ça allait vous exciter. C'est dommage, on n'a pas pu en parler. Pas mal lu, le populisme. Ah, quand même. Merci. Au moins une vanne sympa. Merci Jean-Luc Mélenchon. C'est moi qui vous remercie. Le débat va